moi je triche un peu, je prends le micro. Donc bonsoir à tous et bienvenue à cette conférence. Donc moi je m'appelle Léonard Gaucher et avec un collègue Gadzar comme moi, on a cofondé une entreprise qui s'appelle 3D Cello et qui a pour objectif d'introduire, d'accompagner les professionnels dans l'intégration de l'impression 3D à leur activité, notamment dans le secteur de la santé, parce que c'est un secteur, comme on va le voir, qui est particulièrement concerné par cet outil nouveau qu'est l'impression 3D. Et je voulais faire cette petite introduction avant de laisser la parole à des plus techniques que moi sur l'aspect juridique pour redéfinir ou expliquer un peu, pour ceux qui ne savent pas encore, ce que peut être l'impression 3D et quels sont ses enjeux aujourd'hui. Alors, certains d'entre vous le savent peut-être, une fois par an, aux États-Unis, le président prend la parole face au Congrès pour expliquer le programme de son année à venir. Et depuis une quinzaine d'années, la coutume veut qu'on parle de nouvelles technologies, puisque celles-ci sont au cœur des problématiques des États-Unis. Donc ça, c'est pour la culture générale. Mais ce qui nous intéresse, c'est que le 12 février 2013, le président Barack Obama a pris donc la parole à ce discours sur l'état de l'Union et qu'il a parlé de l'impression 3D. Et il en a dit deux choses. Il a dit que l'impression 3D avait le pouvoir de révolutionner la manière dont nous produisons tout ou presque, et que cette révolution industrielle aurait lieu aux États-Unis. Donc il y a deux informations. L'impression 3D est une nouvelle manière de produire, et cette manière de produire est révolutionnaire. Alors qu'est-ce que c'est que l'impression 3D ? Aujourd'hui, c'est un terme un peu galvaudé, il faut bien le dire. En fait, c'est un terme qui a été inventé par les médias et qu'on entend un peu à toutes les sauces. En fait, ça va venir désigner des réalités extrêmement différentes. Aujourd'hui, on imprime des pièces en plastique pour l'électronique, pour la réparation. On imprime du métal dans l'aéronautique ou l'aérospatiale. On imprime du titane pour le médical, pour imprimer des prothèses notamment. On va imprimer, là vous avez quelques exemples, on imprime de la céramique aujourd'hui, même si ça en est encore au début, on commence à faire beaucoup de choses avec ça. Là vous avez des exemples assez rigolos, où on a je fais des petits détours puisque nous avons un peu de temps. Je m'arrête sur cet exemple que je trouve amusant, on a détourné cette technologie, un architecte italien qui a imprimé du corail, puisque c'est un gros problème, la disparition du corail, et il a utilisé les technologies d'impression 3D pour imprimer du corail artificiel pour permettre à la faune de se redévelopper. Et ça a marché. On imprime des maisons, on imprime toutes sortes de matériaux différents, on imprime même des cellules vivantes, c'est un grand secteur aussi, le biomédical, autour de l'impression 3D. Donc en fait, ce qui va faire le lien entre toutes ces technologies, c'est la manière dont on construit l'objet. Et l'idée, c'est qu'on va construire l'objet en ajoutant progressivement de la matière, couche par couche, et c'est pour ça qu'on parle de fabrication additive. En fait, le terme de fabrication additive est le terme propre pour parler de l'impression 3D. Traditionnellement, on a deux manières de produire des objets dans l'industrie, deux grandes familles de procédés. Soit on retire de la matière, c'est les procédés de fabrication dites soustractives. On retire de la matière à un bloc existant, donc c'est l'usinage, le fraisage. Soit on déforme la matière, c'est les procédés dits de formage. Et donc avec l'impression 3D, on a une troisième grande famille de procédés qui va émerger, qui vont être ces procédés de fabrication additive, où on va construire en ajoutant de la matière. Donc ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est complètement nouveau même dans la philosophie qu'on va avoir dans la production de notre objet. Et ça va avoir des grands impacts. Et c'est de ça évidemment que je viens vous parler. Ça va avoir un impact d'un point de vue technologique, industriel purement, qui va faire qu'on va pouvoir produire des choses qu'on ne pouvait pas produire avant. On va avoir des nouvelles possibilités technologiques, et c'est ça qui va intéresser les industriels. Et on va avoir un impact plus sociétal, et c'est aussi pour ça qu'on parle d'une révolution industrielle, parce que des procédés qui évoluent, il y en a de toutes sortes. La science n'arrête pas, les progrès n'arrêtent pas, mais là, il y a, en plus de cette nouvelle possibilité de produire, il y a un impact sociétal, un impact sur la façon dont la société organise sa production. Alors, le premier avantage en termes d'industrie de l'impression 3D, c'est qu'on va pouvoir produire une pièce sans avoir à produire un outil en amont pour produire cette pièce. C'est-à-dire que si vous voulez produire une pièce par moulage, vous allez devoir produire un moule. Et un moule, c'est cher et ça prend du temps. Et avec l'impression 3D, avec un unique outil, toujours le même, on va pouvoir passer directement du modèle numérique à l'objet physique.
Et ça en fait un outil extrêmement précieux pour le prototypage, évidemment. Ça va être le premier gros avantage. Alors vous allez me dire, OK, avec les procédés de fabrication soustractive, c'était déjà possible. C'est vrai, pour certains, avec une machine 5 axes, par exemple, on pouvait déjà produire des pièces sans avoir à produire d'outils particuliers. Sauf qu'avec les outils de procédés de fabrication soustractive, d'une part, on perd beaucoup de matière, puisqu'on vient usiner dans un bloc, donc il faut la recycler, c'est compliqué, etc. Et d'autre part, il va falloir réfléchir en permanence au circuit que va suivre l'outil pour venir produire la pièce finale, pour éviter que l'outil rentre en collision avec la pièce. Et ça nous amène au deuxième grand avantage de l'impression 3D, qui va être qu'on va s'affranchir presque, parce qu'on n'y est pas tout à fait, mais on y tend, on va pouvoir s'affranchir au moment de la conception des contraintes liées au procédé de fabrication. C'est-à-dire qu'on va pouvoir réfléchir à la forme de l'objet, à son utilité finale, sans avoir en permanence à se poser la question de savoir comment est-ce que cette pièce va être fabricable. C'est-à-dire que quand on est en école d'ingénieur, si on dessine sur un plan un assemblage qui est non montable, qu'on prévoit une clavette qui est encastrée, ou voilà, ça va quelque chose de non montable, on va se taper un zéro. Donc, et donc là, c'est une problématique qui va tendre à disparaître, même si on est d'accord, je mets des pincettes, on n'y est pas encore, mais on tend vers ça, et ça c'est quand même très nouveau dans la manière dont on conçoit les objets, dont les ingénieurs vont les penser. Donc cette possibilité d'organiser le volume, la matière au sein d'un volume sans réfléchir au procédé de fabrication, c'est assez nouveau. Ça va permettre de faire des pièces qui vont être creuses directement, sans avoir à les assembler, ce qu'on était complètement incapable de faire, puisqu'on empile les couches, on va pouvoir les penser creuses. Ça va permettre de faire des structures extrêmement complexes et d'organiser la structure interne du matériau. Donc on va pouvoir réfléchir à la manière dont on dépose le matériau au sein de la matière, même pour lui donner certaines propriétés thermiques, acoustiques, voilà, de l'isolation, mécanique aussi. Et ça, c'est un des gros enjeux. Parce que du coup, la grande idée derrière ça, c'est qu'on va pouvoir économiser de la matière et du poids. C'est ce qui intéresse l'aéronautique ou l'aérospatiale, c'est qu'on n'a plus besoin de mettre de la matière inutile. On va pouvoir déposer la matière uniquement là où ça nous intéresse. Et c'est ce qui donne naissance à une grande science qui est l'optimisation topologique, qui est une des grandes sciences qui émergent en ce moment, qui consiste en fait, par élément fini, à raisonner sur les contraintes qu'on applique à la pièce pour laisser la matière uniquement où elle va être nécessaire. Et de là découlent des nouvelles philosophies de conception. Là, je m'autorise une petite parenthèse plus ingénieur, comme le generative design. C'est-à-dire que les ingénieurs de demain, ils ne dessinent plus la pièce, ils dessinent un volume, ils appliquent des contraintes dessus. Avec les nouveaux modules de Dassault, on n'a même plus à réfléchir à la forme. On donne un volume, on donne des contraintes, on donne même un procédé de fabrication. C'est-à-dire on dit je veux le fabriquer par impression 3D ou par usinage ou par moulage. Et le logiciel par élément fini nous propose la meilleure solution en termes de répartition topologique de la matière au sein du volume. Donc ça c'est révolutionnaire pour les industriels. On va aussi pouvoir imaginer introduire des notions de gradient de propriété au sein de la pièce. On va pouvoir faire évoluer les propriétés mécaniques à l'intérieur du matériau, par exemple en faisant varier les compositions, en faisant varier les alliages. Progressivement, puisqu'on est maître en fait des propriétés mécaniques de la pièce à chaque étage. Et ça, c'est complètement nouveau. On est au début. Pour l'instant, l'essentiel des pièces produites sont encore ISO design, c'est-à-dire que quand on produit un avion aujourd'hui et qu'on dit OK, on commence à faire voler des pièces, ce qui est déjà le cas, on le fait à ISO design, c'est-à-dire qu'on ne repense pas la pièce pour l'impression 3D. Mais les avions de demain, ils seront pensés pour l'impression 3D et on aura laissé la matière uniquement où elle sera nécessaire, donc on aura économisé énormément de poids. Et 1 kilo économisé sur un avion, c'est 200 à 300 000 euros d'économie de carburant sur sa durée de vie. Donc c'est un vrai impact écologique et commercial, évidemment. Donc ça, c'est le premier grand aspect, c'est une révolution technologique industrielle. Le deuxième grand aspect, et peut-être qui va nous intéresser plus ce soir, c'est un aspect plus sociétal, qui est qu'on a donc un outil unique qui permet de produire n'importe quel objet. On va admettre ça pour ce soir, c'est vers ça qu'on tend. Un outil unique qui permet en tout cas de produire des pièces extrêmement différentes. Et d'autre part, un outil unique
qui est de moins en moins cher et qui devient complètement abordable parce qu'on n'a plus besoin de prévoir une usine avec des grandes lignes de production. On peut produire avec une salle qui fait 40 mètres carrés. Et donc ça, c'est complètement nouveau aussi. Et ça nous permet de réfléchir à une société qui serait beaucoup plus décentralisée. On aurait des micro-usines, si vous voulez, un peu partout, puisqu'on donne un peu à chacun la possibilité, alors chacun, c'est encore avec des pincettes, on est d'accord, mais c'est ce qu'on constate avec l'émergence des Fab Labs. On a déjà plus de 1200 Fab Labs dans le monde, la France étant plutôt bien placée dans ce classement des pays à Fab Lab, donc les États-Unis étant évidemment le premier pays qui possède des Fab Labs, mais l'Europe globalement étant un centre assez important dans cette démarche, et plus généralement d'ailleurs, on peut généraliser ça à l'impression 3D. On va constater l'émergence de tous ces Fab Labs qui sont en fait des petites usines, des petits centres où il est possible de venir produire. On a accès à certaines machines, et dans ce contexte-là, est rendu possible uniquement avec des outils comme l'impression 3D qui permettent avec une seule machine de produire des pièces qui correspondent à chacun. On a donc tendance à tendre vers une société du sur-mesure où chacun peut venir dans le Fab Lab de son quartier pour produire les pièces dont il a besoin. Et c'est cette décentralisation de manière plus générale qui amène ce concept de troisième révolution industrielle, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un terme très en vogue aussi. Alors là, je fais une petite parenthèse, on entend beaucoup parler d'industrie 4.0 et de troisième révolution industrielle. L'industrie 4.0, c'est plutôt orienté usine, c'est plutôt ce qui va concerner la partie production en fait, c'est ce qui va intéresser l'industriel, l'ingénieur, alors que la troisième révolution industrielle, ça va être une constatation plus sociétale, plus générale, avec des impacts, disons, plus sociétaux. On définit une révolution industrielle comme étant la convergence d'un moyen de production, d'un moyen de communication et d'une technologie de l'énergie. Donc la première révolution industrielle, c'est la machine à vapeur avec les réseaux ferrés. La deuxième révolution industrielle, ça va être le moteur à combustion et l'invention du télégraphe qui permet d'envoyer des messages de manière extrêmement simple, extrêmement rapide. Et aujourd'hui, on observe la convergence d'Internet comme moyen de communication et des énergies renouvelables comme moyen de production de l'énergie. Donc, on commence à imaginer une société nouvelle, puisque la définition donc, de cette révolution industrielle, c'est la convergence de ces moyens qui aboutissent à des grands changements de société et à une réorganisation de la manière dont on produit au sein de la société. Et donc aujourd'hui, avec Internet, et qui permet donc, parce que très important, Internet qui permet l'échange non plus seulement d'informations, mais d'objets. On va voir émerger un Internet des objets. On va pouvoir s'envoyer d'un point à un autre, non plus seulement des phrases, mais des objets virtuels. Ce qui va donc permettre la production au sein des Fab Labs. Et c'est dans ce contexte-là qu'on parle en fait de troisième révolution, où on imagine une nouvelle manière de produire qui soit totalement décentralisée, où au lieu de produire dans des gros centres de production et de faire parvenir les pièces partout en Europe, on va envoyer uniquement le fichier numérique et qui sera produit beaucoup plus localement avec les conséquences écologiques et économiques qu'on imagine. Et je voulais finir... Ah oui, il y a quand même... C'est là qu'on en vient à notre problématique de ce soir, c'est que cette décentralisation va poser plusieurs questions. Parce que si moi, par exemple, je suis producteur imaginons que je sois producteur de casques de vélo. Si tout le monde peut commencer à produire des casques de vélo, vont se poser les questions d'une part de la reproductibilité de mon casque. Comment est-ce qu'on assure que c'est bien moi qui produis ce casque? Et comment est-ce qu'on assure, si quelqu'un a un accident avec un casque copie, comment est-ce qu'on certifie bien que le casque de l'accident n'a pas été produit chez moi? Et pour finir, pour conclure et laisser la parole à notre intervenant, j'aimerais juste finir avec un dernier exemple qui m'a été rapporté au cours d'un salon et qui est un exemple que je trouve flagrant, enfin assez parlant sur les problématiques de l'impression 3D et qui concerne le secteur de l'aéronautique, qui est donc le premier secteur, encore aujourd'hui, le premier secteur impacté par l'impression 3D.
Une des grandes problématiques d'Airbus, c'est les avions qui sont laissés au sol. Parce qu'un avion au sol, ça coûte extrêmement cher. Et aujourd'hui, un avion dont il faut réparer une pièce, on va être obligé de commander la pièce au sous-traitant, qui va donc produire la pièce dans ces grandes chaînes de production. La pièce va être ramenée à l'aéroport, installée sur l'avion. Tout ça coûte très cher et tout ça est très long. Et 1 heure au sol, ça coûte des dizaines de milliers d'euros. Et la grande idée actuelle des avionneurs, prenons Airbus par exemple, ça va être de pouvoir réparer directement, c'est-à-dire de pouvoir produire sur place avec cet outil unique qu'est l'impression 3D et comme on le définissait tout à l'heure. Sauf que cette question, donc la grande idée d'Airbus, ça va être de commander, j'ai un avion à réparer, je commande ma pièce à mon producteur, je la produis sur place et je l'installe. Tout ça nous pose la question quand même, au sein de cette problématique, il va falloir protéger la propriété intellectuelle du producteur, il va falloir tracer tout au long de la chaîne de toutes les étapes de production, il va falloir tracer toutes ces étapes pour pouvoir certifier la pièce, pour être sûr que la pièce va être de bonne qualité. Et il va falloir certifier la propriété intellectuelle du producteur qui, lui, donne le droit, la possibilité au producteur, pendant un temps donné, de produire cette pièce. Et voilà. Je vais vous laisser avec ces questions et je vais céder la parole à Maître Lestan, qui va nous parler en termes plus juridiques de cette problématique de l'impression 3D et de la propriété intellectuelle. Merci pour votre attention. Mesdames, Messieurs, je suis j'ai des sentiments très modestes parce que ce que j'entends, je ne suis que juriste. Personne n'est parfait. Et par conséquent, j'ai du mal à saisir toutes les implications qui me dépassent parce que mon petit boulot de plombier, de juriste, a du mal à saisir tous ces détails. Je vais essayer de faire simple, mais dans le temps qui nous est imparti. Et si vous avez bien sûr des questions, vous n'hésitez pas, parce que peut-être je me suis trompé, peut-être je suis incomplet, peut-être il y a des choses qu'il faut ajouter. Alors sur le panorama très intéressant qui vient de nous être livré par le précédent intervenant, quelques observations juridiques donc sur cette impression en 3 dimensions. Propriété intellectuelle, pour faire bref, 4 pilotis qui impactent ces questions d'impression 3D. Problème de droit d'auteur, parce qu'il s'agit d'œuvres qui peuvent être répliquées, et donc qui posent des problèmes juridiques à propos de la propriété littéraire et artistique des dites œuvres. Problème de droit des brevets. Il se peut qu'il y ait des pièces détachées, des éléments, des produits qui soient assujettis à des problèmes de brevets. Il faudra savoir qui peut faire quoi et dans quelles conditions. Des problèmes de modèles qui sont assez voisins, c'est l'apparence des produits, c'est la manière dont on peut présenter des choses, en ce compris d'ailleurs des pièces détachées. Et là aussi, si l'on peut faire ces objets-là avec de l'impression 3D, quel type de droit et quelles conséquences cela pourrait avoir. Et puis une curiosité qui est que quelquefois, des objets issus de l'impression en 3 dimensions sont objets de droit de marque, soit parce que l'objet lui-même porte une marque sur lui, on a marqué Coca-Cola dessus de façon gravée par exemple, ou peut-être tout simplement parce que c'est la forme tridimensionnelle qui elle-même est l'objet d'une marque, comme la bouteille de Perrier par exemple. Et puis nous verrons en conclusion qu'il peut y avoir des collisions, des cumuls de ces complications. Premier point donc, observons les questions de droit d'auteur liées à cette impression en 3 dimensions. Alors, a priori, lorsqu'on fait des choses en impression 3D, lorsque ces choses seraient objets potentiels de droit de propriété littéraire et artistique, dans un premier temps, si cette chose-là dont on parle est une œuvre, mais est libre de droit, soit parce que les gens ont renoncé à toute propriété intellectuelle dessus, ça existe. C'est les open source, c'est les logiciels libres, c'est toutes sortes de choses que l'on veut accepter de mettre spontanément, librement dans le circuit économique, soit parce que la chose n'est pas protégeable, parce qu'elle ne répond pas aux conditions de la protection, soit parce que bien sûr, l'auteur est d'accord pour que l'on ait fait cet acte de reproduction à son détriment, ou en tout cas dans ce qu'il souhaitait. Donc si l'original est libre de droit, il n'y a rigoureusement aucun problème et tout va bien. C'est après que ça complique dans les hypothèses inverses. Si cet original que l'on fait par impression en 3 dimensions est couvert par des droits d'auteur, je vais mettre mes lunettes parce que je vois...
si cet original est couvert par droit d'auteur. Alors, le principe, c'est qu'on ne peut pas reproduire sans autorisation quelque chose qui est objet d'une propriété littéraire artistique. Et donc, si l'on agit ainsi, on est contrefacteur. Et donc, si on reproduit par 3 dimensions un objet, on n'est pas normalement en situation régulière et on peut avoir des ennuis et des complications. Donc, si cet original est couvert par les droits d'auteur, le principe, c'est qu'on ne peut pas utiliser cette chose, on est en situation que l'on appelle de contrefaçon. Alors, il faut distinguer quelques cas. Le premier cas serait que si l'imprimante est utilisée par et pour l'usage privé de quelqu'un qui reproduit cette chose à partir d'une source licite, et sous réserve du triple test, on va en reparler, il aurait la possibilité de ne pas être inquiété. De quoi s'agit-il? Normalement, l'œuvre est protégée, on ne peut pas la reproduire. Mais si l'on fait cela sous impression 3D, avec ce qui ressemble à ce que l'on appelle la notion de copie privée, peut-être on échappe au monopole de l'auteur, peut-être on n'est pas responsable, peut-être on ne s'est pas inquiété, peut-être l'auteur n'aura pas à nous embêter, on pourra faire ce que l'on voudra. Mais il y a des conditions pour ça. Si effectivement on se sert d'une imprimante chez nous, par l'objet même, par l'imprimante même qui est le nôtre, qu'on nous a prêté ou qui nous appartient, enfin qui est dans notre sphère de décision, si on a utilisé cette imprimante pour notre usage privé et dans notre propre sphère d'activité, on n'est pas responsable, pour autant que la source que l'on utilise pour répliquer cet objet soit une source licite. C'était un point dont on ne savait pas trop ce qu'il fallait en penser il y a quelques années, mais la loi est intervenue sans doute à tort, parce que ce n'est pas forcément la finalité de cette exception, mais peu importe, c'est la loi, ça ne se discute pas. Et donc il est dit que si la source est licite, c'est-à-dire que si cet objet, c'est l'objet même que l'auteur a mis dans le commerce, ou s'il a été d'accord pour qu'on s'en serve, le fait de répliquer cette chose sous cette forme d'impression 3D n'est pas fautif. En revanche, si c'est un objet qui n'a pas été mis dans le commerce régulièrement par l'auteur, si c'est un objet de contrefaçon, d'ores et déjà une statuette, une poupée Barbie impure, peu importe, eh bien dans ce cas, si la source est licite, la copie privée ne l'est pas, elle n'est pas licite. Donc il faut qu'il y ait cette reproduction privée pour l'usage propre du copiste, à l'occasion d'une source qui est copiée qui soit licite, la source originelle, et sous réserve de ce que l'on appelle le triple test. Le triple test, c'est une chose qui est apparue, en tout cas qu'on connaissait depuis très longtemps, mais qu'on n'avait pas vraiment envisagée, qui est apparue dans la loi de 2006 sur le droit d'auteur, qui consiste à dire cette exception de copie privée, elle ne sera valable qu'à la condition, en gros, que d'abord elle soit prévue par la loi, ce qui est notre cas, et à la condition qu'elle ne fasse pas un préjudice injustifié à l'auteur de l'œuvre que l'on reproduit, ou qu'elle ne soit pas utilisée dans des conditions qui ne soient pas normales. Bref, si on a une copie privée qui prend des proportions inquiétantes, qui soit susceptible de porter atteinte aux droits de l'auteur, cette situation ne sera pas possible, la copie privée ne sera pas licite. En sens inverse, si effectivement ceci est une toute petite contrefaçon, si c'était un acte de très peu d'impact, on ne sera pas dans ces situations-là, le triple test sera surmonté donc, et l'on pourra bénéficier de cette exception de copie privée que l'on a mis dans la loi sur ce point. Donc, pour résumer, avant qu'on envisage peut-être un tout petit peu plus tard les questions de rémunération de ces questions, s'il faut rémunérer, pour résumer sur ce point, si cette imprimante 3D, on l'utilise chez soi, pour soi, dans un cadre privé, dans son utilité propre, à partir d'une source licite, et pour autant qu'on n'exagère pas, qu'on fait une copie relativement menue et qu'on ne porte pas une atteinte ou un préjudice injustifié à l'auteur de l'œuvre, on aura le droit de faire cette impression 3D. On est sauvé, la chose est possible. Donc c'est tout le droit de la consommation de demain, lorsque les imprimantes seront vendues dans les supermarchés et qu'on pourra faire de petites impressions chez soi. On n'aura pas de grandes difficultés, sous réserve des questions dessous qu'on retrouvera tout à l'heure. Deuxième cas, l'imprimante est utilisée dans un cadre qui n'est pas privé, qui est un cadre professionnel, par exemple sur demande d'un client. Là, normalement, il n'y a pas d'exception de copie privée, car la copie privée, comme son nom l'indique, doit être privée, rester dans l'orbite de celui qui s'en sert. Il ne faut pas qu'il y ait d'impact lucratif, il ne faut pas qu'il y ait d'impact professionnel. Donc, si c'est le client qui vient demander qu'il y ait, comme dans un Fab Lab par exemple, qu'il y ait une reproduction d'un objet, eh bien, l'exception de copie privée ne jouera pas. Problème, si donc ça ne joue pas,
Ces réalisations sont en délicatesse avec le droit de la propriété littéraire et artistique. Il y a donc contrefaçon. Et les responsables de cette contrefaçon, cela pourra être la personne qui a commandé, mais ce sera surtout la personne qui fait la chose, la Fab Lab. C'est elle qui prend la responsabilité de tout cela. Et il est important de le noter, car en droit d'auteur, le fait que l'on sache ou que l'on ne sache pas qu'il y a eu droit d'auteur est indifférent au civil, c'est-à-dire pour la responsabilité civile, pour les dommages-intérêts. Donc si on n'est pas au courant qu'on fait une contrefaçon, ça n'a pas d'impact, on sera quand même responsable. Ça veut dire que les entreprises qui font sur demande des reproductions sans autorisation, bien sûr, de l'auteur de l'œuvre originelle, eh bien, se mettent en situation de contrefaçon. Ça a été jugé, ça peut bouger, mais ce n'est pas certain que ça se modifie quand même, à l'occasion d'une très vieille affaire qui s'appelait... il y avait une madame qui s'appelait Madame Ranou, qui avait une petite officine de photocopie du côté du quartier latin. Et il y avait les éditeurs, à l'époque, Vuibert, je crois, et d'autres peut-être, qui en avaient un peu assez de voir ces réplications de photocopies un peu partout et qui leur pillaient des manuels entiers qui étaient recopiés par les étudiants. Et ils avaient pris la décision de faire un coup. Ils avaient été chercher des huissiers, ils étaient débarqués chez cette pauvre Madame Ranou qui exploitait son fonds de commerce Ranougraphie, entreprise de photocopie, et avait présenté, sans trop parler à l'origine, un livre de Vuibert ou autre, avait demandé à la tenancière de l'officine si on pouvait photocopier. Elle a dit oui, bien sûr, posez-le là. Je ne me souviens pas si c'est les gens qui l'ont fait eux-mêmes ou si c'est elle qui a fait la copie. Ils ont payé, ils sont partis. Et ensuite, il a été attesté qu'il y avait une copie de fait sans l'autorisation de l'auteur de l'œuvre. Alors, bien sûr, Madame Ranou a dit, mais ça ne va pas, c'est de la copie privée. Ce sont des étudiants qui viennent pour copier pour leur propre profit. Et par conséquent, moi, je ne suis là que pour avoir les machines. Je ne surveille pas ce qu'il y a dedans, ça ne me concerne pas. Et donc, on est dans un schéma de copie privée. Pas du tout, a dit la jurisprudence, y compris la Cour de cassation, a dit pas du tout. Vous êtes la gardienne de cette chose, c'est vous qui récupérez des sous sur cette édition pirate qui n'a pas été autorisée, et par conséquent, c'est vous le copiste. Vous faites ça dans un cadre qui n'est pas privé, qui est public, puisque vous faites de l'argent avec, et donc vous êtes en situation irrégulière. Transposons. Tant que la solution ne change pas, tant que le droit n'a pas changé, tant que la jurisprudence ne bouge pas, on peut parfaitement, me semble-t-il, transposer à la situation de ces Fab Labs les jurisprudences Ranou, à savoir que les Fab Labs sont responsables. Et une fois encore, qu'ils soient de bonne ou mauvaise foi, qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas l'existence de droits sur la réalisation, sur l'œuvre dont il s'agit. Toujours dans ces questions, quid du fichier de scan, parce que vous savez, on le dit, que pour un objet, on peut soit le scanner, et c'est le scan fichier que l'on peut ensuite transformer en objet qui passe sur l'imprimante en 3 dimensions, soit on peut réaliser par conception assistée par ordinateur ces fichiers, où les clients peuvent effectivement les prendre sur les choses qui sont disponibles pour s'en servir, tout cela à condition par conséquent que cela soit licite. Donc si le fichier est scanné, c'est aussi une reproduction. J'ai le sentiment que le scan lui-même est une reproduction, même si elle est encore virtuelle. Exactement comme étaient fautives les reproductions musicales sous forme numérique quand le droit de l'Internet a commencé à s'en occuper, et dès lors on est en situation qui est difficile. Même chose pour le fichier de CAO, si c'est nous qui l'avons fait, bien sûr, il n'y a pas de problème. Si on l'a piraté, on retrouve le schéma de contrefaçon qui risque d'être sanctionnable. Restent alors des questions qu'il faudra envisager ici. Je ne crois pas, c'est dommage que notre troisième intervenant ne soit pas venu parce qu'elle avait l'air d'être beaucoup plus au courant que je ne le suis sur l'état du droit et les projets en cours, mais il s'agit un jour ou l'autre, car la loi l'a décidé, que la copie privée soit rémunérée. Mais pour l'instant, on n'est rémunéré que des choses qui sont dans l'orbite du livre, qui sont le centre de la copie, le CFC, qui sont des choses ou des taxes sur les machines. Je ne sais pas si les imprimantes 3D font l'objet d'une taxe pour l'instant. Je pense que oui. Non ? Tant mieux. Parce que les photocopieurs font l'objet d'une taxe. Il se pourrait que ça donne des idées assez singulières aux législateurs de faire des sous supplémentaires. Ils en ont largement besoin, comme chacun sait. Quant à la copie privée, ça n'est pas encore de saison, mais on pourrait imaginer que ces hypothèses licites de copie privée, lorsque toutes les conditions sont remplies, triple test et compagnie, si ces copies privées sont faites dans des conditions licites, la loi impose qu'il y ait quand même une rémunération. Pour l'instant, ce n'est pas encore organisé. Mais on ira un jour vers la création d'une sorte de société d'auteurs numériques à destination de la reproduction en 3D pour essayer de récupérer des sous sur les gens qui font de l'argent sur ces réalisations-là. Voilà, à très grands traits, sous réserve des questions que vous pourriez me poser, ces problématiques liées
au droit d'auteur. Donc c'est l'idée où on se sert dans son imprimante 3D d'un petit objet, une Barbie, un Mickey ou d'autres choses qui sont objets de droit d'auteur au sens de la propriété artistique et dont on se dit que si on en reste à une observation assez brutale du droit tel qu'il est, les possibilités de s'en sortir ne sont pas forcément très larges. C'est une première question. Deuxième cas, droit d'auteur, droit de brevet. Droit de brevet. Alors c'est une autre logique. Le droit de brevet s'intéresse aux inventions. Il est destiné à protéger les inventions. L'individu, la personne qui a investi dans la recherche et développement, qui trouve quelque chose, un procédé, un produit brevetable, c'est-à-dire une réalisation qui réunit des conditions, d'abord être une invention, on va en reparler dans un instant, une invention qui soit nouvelle, qu'elle ne soit pas d'ores et déjà comprise dans l'état de la technique, qui est une activité inventive, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas évidente pour l'homme du métier, qui soit industrielle, qui soit une application industrielle, qui ne soit pas exclue non plus. Si ces conditions sont remplies, il se peut que ce dispositif, ce produit, ce procédé, soit brevetable. Si l'objet dont on parle, dont on va s'intéresser à l'impression en 3 dimensions, si cet objet est breveté, eh bien, normalement, on ne peut pas, sauf l'accord du breveté, reproduire cet objet, reproduire ce procédé, reproduire ce produit, et pendant les 20 ans que le monopole connaît, plus personne ne pourra faire la même chose, il faudra attendre que cette durée soit épuisée. Donc, si quelqu'un fait de l'impression 3D en méconnaissance de droit de brevet, il y a a priori quelque chose qui peut être sanctionné par le droit des brevets. C'est de la contrefaçon de brevet d'invention. Sauf que, si cet objet que l'on voudrait dupliquer sans autorisation est un produit qui est breveté ou qui met en œuvre un procédé breveté, l'impression qui serait faite, ce n'est pas tout à fait la copie privée, mais ça n'est pas loin, l'impression qui serait faite dans un cadre privé et à des fins non commerciales. C'est cumulatif. Il faut que ce soit dans son garage, dans un cadre privé, et il ne faut pas qu'on cherche à faire des sous avec l'exploitation de l'objet du brevet. Si ces deux conditions sont réunies, reproduction faite dans un cadre privé à des fins non commerciales, eh bien l'objet qui en serait issu n'est pas une contrefaçon. Donc, si l'on est dans notre sphère privée et que l'on a notre imprimante qu'on a achetée au supermarché d'à côté, et si l'on songe à faire des objets qui sont objets de droit de brevet, on a la possibilité, dans le strict cadre de notre sphère privée, de contrefaire la mention brevetée. L'explication est ici, comme elle l'est d'ailleurs pour le droit d'auteur. Comme disaient les latins, de minimis non curat praetor, les choses sans importance, ce sont des broutilles, ce n'est pas la peine que la loi s'en préoccupe, puis de toute façon, ça ne cause pas un préjudice énorme au titulaire du brevet. Donc il y a la possibilité de ne pas être contrefacteur dans ce cas. En revanche, si l'on fait cette impression 3D dans un cadre professionnel qui n'est pas privé, et à des fins non lucratives, enfin, s'il manque l'une des conditions, eh bien, si l'impression est faite dans ce cadre professionnel, c'est un acte fautif, et là encore, indépendamment au civil, c'est-à-dire sur l'aspect dommage-intérêt, de toute connaissance de cause. Ça veut dire que si on ne sait pas qu'il y a un brevet, qu'on fait cet objet parce que ça nous intéresse, c'est-à-dire qu'on le reproduit, qu'on fait cet objet et qui se trouve être un objet breveté, un bidule dans une moulinette, breveté, que sais-je, eh bien, on est en situation de contrefaçon, on reproduit, on est fautif, et sous réserve de la copie privée dont on parle, eh bien, qu'on sache qu'il y a un brevet ou qu'on ne le sache pas, on est en situation irrégulière. Ça veut dire que le fabricant, le Fab Lab par exemple, ou celui à qui on demande de faire des choses, qui propose des choses, si ce qu'il propose est objet de droit de propriété brevet et que le breveté n'a pas donné son consentement à cet égard, eh bien, il y a situation de contrefaçon. Qui est alors ici responsable? Eh bien, si l'impression est faite sur la demande du client, celui qui est contrefacteur, a priori, ce n'est pas le client, encore que c'est le fabricant. La loi nous dit que, c'est l'article 615.1 du Code de la propriété intellectuelle, dit que le responsable primitif, c'est celui qui a fait le fabricant. Et une fois qu'il a fabriqué, tous les actes ultérieurs, bien sûr, sont fautifs, la détention, la vente de l'objet 3D, etc. Donc c'est ici une situation dure pour le professionnel, car c'est lui qui sera responsable
même si celui qui lui demande la contrefaçon, s'il lui demande sur un, sur un cahier des charges excessivement précis, etc., mais c'est objectivement contrefaisant, eh bien, il pourrait être, devant les tribunaux, considéré comme un co-auteur de la contrefaçon. Ou même, s'il ne se bornait non pas à donner des directives excessivement précises, mais simplement à donner les idées, à donner quelques éléments, etc., pour que soit reproduit quelque chose qui, objectivement, une fois encore, est un objet breveté au profit d'un tiers, eh bien, ce client, cet auteur de la commande, serait alors ce que l'on appelle un fournisseur de moyens, car le droit des brevets connaît une infraction, une faute de contrefaçon, lorsque, sans contrefaire soi-même ou sans donner tous les moyens d'une invention brevetée, on fournit à quelqu'un d'autre les moyens de reproduire l'invention en lui donnant les éléments qui sont aptes à reproduire cette invention lorsque l'on sait à quoi va servir ces choses, pour autant que ce que l'on fournit ne soit pas des choses du commerce courant, parce que là, effectivement, on ne sanctionnerait pas, on ne peut pas sanctionner EDF ou autres prestataires de ce type. Donc, il y a, au regard du droit des brevets, quand on fait quelque chose qui est breveté, donc contrefacteur, une certaine sanction difficile lorsqu'il s'agit d'un cadre professionnel. Et puis, dans tous les cas de brevet, il n'y a pas de contrefaçon si la finalité que l'on a de faire cette chose en impression 3D est une finalité d'expérimentation. La loi prévoit aux articles que je vous cite ici le fait que si on contrefait et qu'on a tous les éléments de la contrefaçon dans ce que l'on réalise, mais qu'on le fait à titre expérimental, pour vérifier qu'il y a un brevet, ou pour regarder si ça marche bien, etc., ou pour contourner peut-être ce dont il s'agit, eh bien ceci n'est pas fautif. Il y a cette exception d'expérimentation qui sauve la contrefaçon. Mais il faut entendre ici l'exception d'expérimentation comme une expérimentation technique, sur l'objet technique. Il ne s'agit pas de faire de l'expérimentation commerciale pour tester le marché. Donc ici, pas de point, pas de salut, si on n'est pas dans le strict cadre de cette situation. Reste une question qui n'est pas toujours claire, en tout cas qui est casuistique. Qu'est-ce que l'on décidera si l'on imprime des éléments qui ne sont pas protégés à propos d'un ensemble qui est un ensemble protégé? On retrouve ici, si les conditions sont remplies, c'est l'article 613, je retrouverai, c'est l'article dont on vient de parler sur la fourniture de moyens. Il se peut qu'on fasse en impression 3D des pièces de quelque chose qui n'est pas encore l'objet du brevet, mais qui va fournir, qui va être utilisé pour réaliser un objet qui lui-même est breveté. On peut avoir des sanctions ici de contrefaçon de brevet. Voilà ce que l'on peut dire sur les brevets. Troisième pilotis de la propriété intellectuelle, le droit de modèle pour les produits dont l'apparence mérite une certaine protection en tant qu'ils se distinguent des similaires qui sont nouveaux, etc. Donc, lorsque l'on a par exemple une chaise de Philippe Starck, par exemple des réalisations de design, etc. Lorsqu'on a ces modèles-là, et ça peut être parfaitement l'objet de grand nombre de choses faites en impression 3D, si on a cette situation-là, eh bien, si l'objet à dupliquer est couvert par un droit de modèle, qui soit un modèle français déposé à l'INPI ou un modèle communautaire, comme on peut en déposer à Alicante, valable pour l'Union européenne, eh bien, si on a des droits de modèle, on est contrefacteur si l'on reproduit ces choses sans l'autorisation du titulaire du modèle. Mais il n'y a pas de contrefaçon si on agit à titre privé et à des fins non commerciales. Là, on est exactement dans la même logique, parce que ça a été transposé, du droit de brevet. Donc, on peut absolument faire des expérimentations. On peut également faire des impressions à titre privé sans être embarrassé, sans être contrefacteur. Et là aussi, même chose en matière de brevet, peu important ici la licéité de la source. En droit d'auteur, on a vu tout à l'heure que si la source est licite, et éventuellement on peut être sous l'exception de copie privée, si la source n'est pas licite, on n'est jamais en exception de copie privée. Ici, c'est tout à fait indifférent, on ne nous parle pas de la licéité de la source sur la condition de la contrefaçon. Toujours en matière de modèle, ne sont pas contrefaisants les actes qui sont accomplis à titre expérimental, c'est la réplication de ce que l'on a vu pour les brevets. En revanche, ne sont pas sanctionnables les actes de fourniture de moyens d'objets protégés par modèle, que l'on ferait sous forme d'impression 3D, parce que la loi ne prévoit pas n'organise pas la prévention de cette faute de fourniture de moyens qui n'existe que pour les brevets.
Voilà pour le droit de modèle. C'est assez fréquent que d'utiliser ces impressions en 3 dimensions pour répliquer des choses qui peuvent être très fréquemment objets de droit de modèle. Enfin, c'est presque une curiosité, mais ça peut se produire en droit des marques. Si quelqu'un veut reproduire en 3 dimensions des objets, par exemple, qui sont objets de marques tridimensionnelles, reprenons une fois encore la bouteille de Perrier ou peut-être le petit lapin de Lindt ou d'autres choses de cette sorte, eh bien, on pourrait imaginer que lorsque l'on reproduit cette réalité, cette chose-là, on puisse être en délicatesse avec le droit des marques. Sauf que, si ce n'est pas autorisé, bien sûr, par le titulaire du droit. Si donc un utilisateur fait sur sa propre machine et pour ses propres besoins, eh bien, il ne sera pas contrefacteur dans la juste mesure de ce que la loi dit, tant européenne que française, de la notion d'usage dans la vie des affaires. Le droit des marques est fait pour protéger les gens qui ont des signes distinctifs dans le circuit commercial. Si on n'est pas dans cette fonction de marque qui consiste à dire que tel objet doit être relié à tel producteur pour qu'on puisse en retracer l'origine et qu'on ne se trompe pas et qu'il n'y ait pas de confusion, eh bien, si c'est ça, et c'est ça la logique du droit de marque, quand on se sert d'un objet droit de marque en dehors de la vie des affaires, on n'est pas fautif. Cela nous ramène à cette situation-là. Si l'on reproduisait ces bouteilles, ces trucs, ces moyens qui soient des marques ou qui portent des marques, on ne serait pas fautif si on s'en servait pour nous dans un strict cadre très limité. On ne serait pas dans la vie des affaires. En revanche, s'il y a fabrication par un professionnel ou s'il y a exploitation lucrative par un utilisateur privé, il y a certainement contrefaçon. Si c'est par un professionnel que cela se passe ou si l'on cherche du profit, on serait certainement contrefacteur. Mais une fois encore, en matière de marque, cela n'est pas fréquent. Quelques remarques pour terminer ces observations, puis après on pourra bien sûr discuter de tout ce que vous voudrez sur ce point pour autant que je puisse répondre. Quelques remarques qui sont celles-ci. Tout d'abord, retenons que les situations peuvent se compliquer parce que l'impression en 3 dimensions d'un objet peut impliquer divers types de protection. Par exemple, il peut y avoir une marque inscrite sur un objet protégé par le droit d'auteur. Donc il y aura un cumul de droits, donc un cumul de contrefaçon. On sanctionnera au plus lourd, hein, mais il peut y avoir ça. Il peut y avoir un objet droit d'auteur qui soit aussi un dispositif breveté. Encore que normalement, ce n'est pas trop possible. Parce que quand on est en modèle ou brevet, si la forme est fonctionnelle, si on est en droit d'auteur, pardon, si la forme est fonctionnelle, on n'est pas protégeable par droit d'auteur. Et normalement, ce n'est pas la même chose. Si c'est quelque chose qui est brevet, ce n'est pas de l'ordre de la propriété littéraire artistique. Normalement, il ne peut pas y avoir de cumul. Mais il peut en revanche y avoir cumul entre matière de modèle et brevet. Parce que certains éléments de modèle peuvent avoir une forme qui est une apparence de carter pour une moulinette, etc., et à l'intérieur, un objet breveté. Si c'est tout ça que nous fait l'imprimante 3D, il se peut que cet objet soit en délicatesse avec 2 couches de droits différents, du droit de modèle et du droit de brevet. Avec des problèmes insoutenables, parce que si l'on devait un jour aller faire cette action en contrefaçon contre ces gens-là, sur ce point-là, quel tribunal saisira-t-on, sachant que si on est à Marseille ou à Toulouse ou à Bordeaux, pour les questions de modèle, ce sera Toulouse ou Bordeaux, et pour les questions de brevet, ce ne sera que Paris. Alors quel sera le tribunal compétent, ou est-ce qu'il faudra mélanger tout ça? Des complications, on n'en est pas là, mais il faudra un jour ou l'autre s'en préoccuper. C'était la première conclusion. Deuxième remarque. Les entreprises qui font à la demande ou qui proposent des fichiers ou qui font de l'impression 3D, ces grosses entreprises, ces Fab Labs notamment, eh bien, comme tous ceux qui participent à un autre sans être autorisés et sans bénéfice d'exception, risquent des sanctions qui sont d'une extrême lourdeur. Redisons que les sanctions de la contrefaçon, et c'est beau, ça vaut pour tous les champs de la propriété intellectuelle, redisons que s'il s'agit de droits d'auteur, de brevets, de marques, de modèles, c'est tout pareil. Quand on a fait de la contrefaçon, on risque 3 ans de trou, 300 000 € d'amende, plus des peines qui peuvent être augmentées s'il y a récidive, s'il y a bande organisée, etc. Et puis, il y a pour les personnes morales la possibilité de fermeture de l'établissement dans certaines conditions, sans compter les astreintes si on est condamné civilement à cesser, et sans compter la publication de la décision pour que ça se sache, et sans compter bien sûr les dommages-intérêts, à proportion bien sûr des préjudices subis, et en tenant compte éventuellement du profit fait par le contrefacteur. Ça peut faire peur. Mais s'il y a
pour cela des conséquences qui peuvent être dures pour les entreprises concernées, il faut aussi qu'elles sachent qu'elles n'auront pas non plus beaucoup de parades, parce que celles qui, par exemple, proposeront à des clients de faire sur demande, le fichier étant apporté, par exemple, par le client, si ces entreprises sur demande font les impressions, eh bien, elles seront peut-être tentées, pour ne pas avoir à se colter avec ces sanctions potentielles, elles seront peut-être tentées de mettre des clauses dans le contrat pour dire, bah, écoutez, vous, client, vous prenez la totale responsabilité de la potentialité de droit de propriété intellectuelle, moi je ne suis pas concerné là-dessus. Il n'est pas sûr que ça marche. Il n'est pas sûr que ça marche parce que les tribunaux ont une certaine tendance à penser que les professionnels sont de mauvaise foi et par conséquent les clauses élusives, comme on dit, de garantie, peuvent ne pas fonctionner. Donc c'est pas mal d'en mettre, bien entendu. Je ne suis pas sûr que le moment venu, cela puisse être efficace et que cela fonctionne. En tout cas, il faut prendre la mesure de ces sanctions qui sont énormes. Et les conséquences pour les utilisateurs sont des risques qui sont mesurés, parce que quand on regarde ce que l'on fait devant les tribunaux pour sanctionner les propriétés industrielles de ce type-là, on a toujours le sentiment que malgré la lourdeur des sanctions, les juges sont d'une relative gentillesse. En tout cas, ne cognent pas, ne prononcent pas des sanctions excessivement lourdes. Songeons. Et à mon avis, il y a des relations très voisines avec ces deux idées. Songeons à ce que l'on a vu sur cet immense problème qui a accouché d'une souris, qui était le téléchargement illicite des œuvres sur Internet. Vous savez que les galopins qui se sont livrés à ces choses-là sont des contrefacteurs, ils n'ont pas d'excuses. Ils ont essayé de dire que c'était de la copie privée, ça n'a pas marché, parce qu'il y a le test de 3 étapes, etc., etc. Ils sont donc condamnés pour contrefaçon. Sauf que quand la loi Hadopi n'existait pas, on les condamnait pour contrefaçon, mais c'était rare que l'on sanctionne beaucoup. Depuis, il y a Hadopi, et Hadopi, comme tout le monde le sait, ça n'a pas fait un succès énorme. Il doit y avoir 3 ou 4 décisions qui se battent en duel en totalité pour les millions de gens qui ont téléchargé. 3 ou 4 décisions qui se battent en duel. 1 ou 2 n'ont pas débouché sur grand-chose. L'une, ils se sont trompés dans la compétence, et le troisième, je crois qu'il a été condamné à 150 € d'amende. Donc on ne peut pas dire que la sanction soit... Mais on comprend aussi que les juges, à cet égard-là, pour le téléchargement, aient été relativement modérés parce que les juges en correctionnel en train de cogner sur les types et il y a peut-être leurs enfants chez eux qui téléchargeaient comme des fous. Donc on comprend qu'il y a une certaine indulgence sociétale à l'égard de ces pratiques. Je crains et je gage, je crains pas, je gage que même si les sanctions sont très lourdes, même si dans la grande majorité des cas, les entreprises qui sont concernées font des choses qui sont en délicatesse avec les droits de propriété intellectuelle, s'il y en a, eh bien je gage que les juges ne sanctionneront pas énormément. Et puis, je gage aussi qu'un jour ou l'autre, on verra des formules de type contractuel global, des licences globales, pour permettre que toutes ces choses soient licéifiées, quitte à payer, car d'une manière générale, on s'arrange toujours pour que ce soit quelqu'un qui paye, c'est-à-dire nous. Voilà les observations que je voulais mener sur ces problèmes d'impression 3D et de la collision de la propriété intellectuelle. J'ai conscience d'être relativement succinct là-dessus, mais si vous avez des questions, je suis bien sûr à votre entière disposition. Bon.